Salut à tous, aujourd'hui on va pas rester dehors, on va aller dans le studio et on va travailler la peinture à la prima. Avant de commencer, je voulais vous dire que vous êtes 60% à regarder mes vidéos et à pas être abonné à la chaîne. Donc si vous en faites partie, n'hésitez pas à le faire, ça fait toujours plaisir d'avoir du soutien. Bon, la peinture à la prima. Comme vous savez, si vous suivez un petit peu mes vidéos, c'est pas ma spécialité et moi je suis plutôt quelqu'un qui fait la peinture avec des couches successives en utilisant une méthode plutôt pas à pas avec des couches de transparence, etc. Et justement, c'est parce que c'est pas dans mes habitudes que j'ai eu envie d'expérimenter la chose. Donc la démarche en gros, c'est de faire une peinture par jour pendant un mois. Du début jusqu'à la fin. On sait très bien que ce qui détermine beaucoup le résultat final d'une peinture, c'est là où les 2 premières heures. Et on a tous passé un nombre incroyable d'heures à essayer de rattraper des erreurs qu'on avait fait au tout début. Donc là, pour prendre le problème un petit peu dans l'autre sens, le but c'est de commencer et de finir une peinture le plus de fois possible dans un laps de temps le plus restreint possible, avec toujours le même objectif en tête finalement, améliorer tes capacités artistiques. Tout au long de la vidéo, je vais donner des trucs et astuces. Comme d'habitude, il n'y a pas de secret, je garde pas de trucs particuliers pour moi. Je partage tout ça avec vous pour que vous puissiez avancer et progresser en art avec moi. Bon, on va pas tergiverser 50 ans, c'est parti. Alors pour ce petit challenge, j'ai décidé d'utiliser la règle de 3 pour composer ma peinture. Cette règle, tout le monde la connaît, c'est une règle qui est utilisée depuis toujours et notamment beaucoup en photographie. Et le but c'est de placer les points les plus importants au croisement des lignes. Après, je suis pas marié à la règle non plus, donc l'idée c'est de prendre quand même des libertés. Une autre façon de le voir, c'est que j'essaie de faire en sorte que mes 9 petits carrés soient intéressants. Pas forcément d'un point de vue du résultat final, mais ne serait-ce que d'un point de vue de la composition. Ma photo de référence, je vais la garder toute petite et le plus loin possible en fait. En général, quand on peint à partir d'une photo, on a tendance à vouloir zoomer et à vouloir regarder tous les détails, et là c'est vraiment pas l'objectif. J'ai envie de me mettre dans une condition quasiment de plein air, c'est la raison pour laquelle je vais essayer de peindre rapidement, et que la taille de ma photo va être réduite vraiment juste pour que je puisse distinguer les formes sans voir aucun détail. Donc c'est vraiment pas gros. Un des éléments les plus importants que je me donne pour ce challenge d'un mois, ça va être de poser le moins de coups de pinceau possible. Le but c'est d'arriver à l'essentiel avec le moins de marques possible et de pas surtravailler ma peinture. Tu sais, ce moment où tu sais pas quoi faire et tu peins quand même en attendant de savoir quoi faire. Et bien justement là c'est pas le but. Si tu sais pas quoi faire, t'attends, tu recules, tu vois où est-ce que ta peinture a besoin de modifications et puis tu peins. Je vais devoir repérer les masses abstraites les plus importantes et je vais les bloquer avec un mélange relativement chaud en mélangeant du pigment et de l'huile de lin. Il n'y a pas d'essence de pétrole dans ce procédé, c'est juste de la peinture et de l'huile. Le but, en l'occurrence là aussi, c'est de me préserver des vapeurs toxiques de l'essence de pétrole et aussi d'expérimenter un médium qui va avoir plus d'onctuosité que l'alkyd que j'utilise habituellement. Il faut surtout partir des grosses formes jusqu'aux petites formes. Tu commences surtout pas par les détails. D'abord tu vois la généralité et ensuite petit à petit tu avances. Une bonne méthode pour éviter de tomber dans le piège des détails, c'est simplement de peindre avec un super gros pinceau comparativement à la taille de ta toile. Pour bloquer mes quelques masses différentes, en fait, je vais travailler d'abord avec quelque chose d'assez huileux. Donc je vais mettre beaucoup d'huile dans mon mélange, et petit à petit, au fur et à mesure que j'applique les couches suivantes, je vais mettre de moins en moins d'huile, et même si je vais toujours en appliquer un petit peu parce que j'aime ce type de texture un petit peu liquide, je vais quand même faire en sorte de partir vers quelque chose de légèrement plus épais, et surtout de 100% opaque au fur et à mesure que j'avance dans ma peinture. Là on peut voir que pour le moment ce que j'ai appliqué, ça reste quelque chose de transparent, l'opacité n'est pas encore présente. Je vais aussi faire en sorte que ma sous-couche soit relativement saturée, avec pas mal de jaune, pas mal de rouge dedans, pour que ensuite ça puisse transpirer au travers des zones que je vais peindre. C'est beaucoup plus facile de désaturer une peinture plutôt que de la saturer ensuite. Une fois que j'ai fait tout mon block-in avec toutes mes immenses formes, toutes mes formes vraiment principales, c'est là où je vais pouvoir venir avec un pinceau d'un peu plus petite taille et commencer à m'occuper de mes formes de taille moyenne. Donc ça reste quelque chose de tout à fait abstrait, ça reste que des formes très abstraites, et comme tu peux voir, chaque coup de pinceau compte. Lorsque tu passes à sous-couche et tes formes principales, tu essayes de passer une tonalité qui va être médiane. Ça veut dire que ça va être ni très foncé, ni très clair par rapport au résultat final. Et ensuite, avec mon pinceau de taille moyenne, c'est là où je vais pouvoir venir recontraster toutes mes zones. Et puis surtout, je vais commencer par prioriser mes zones de foncé et mes zones d'ombre. Ça va m'éviter d'avoir un côté trop laiteux après, et c'est plus facile de façon générale d'éclaircir une zone plutôt que de la foncer. Donc tu verras que toutes les zones de lumière et mes zones de blanc vraiment plus flash viendront plutôt sur la fin. Je vais aussi travailler avec une palette super limitée, marron et bleu outre-mer pour pouvoir faire du noir et du gris avec le blanc. Grâce à ça, je peux aussi gérer mes valeurs. Ensuite, je vais avoir un jaune cadmium moyen qui va être quand même relativement chaud, un rouge cadmium moyen qui va être un rouge tout ce qui est plus standard, et je vais avoir du jaune citron pour avoir un jaune plus froid qui va me permettre d'avoir des versions beaucoup plus intenses lorsque mélangé avec du bleu, et je vais aussi avoir un bleu turquoise parce que le bleu turquoise ça va permettre des températures et des subtilités de couleurs que je pourrais pas avoir avec le bleu outre-mer. Donc ça fait une palette qui est relativement limitée, d'autant plus que je ne me sers du bleu turquoise et du jaune citron qu'en cas d'extrême nécessité. Autrement dit, j'essaye de pas m'en servir, et puis je m'en sers vraiment que quand j'en ai besoin, en général plutôt sur la fin. Au fur et à mesure que tu avances, tu verras qu'il va y avoir certaines de tes valeurs qui vont être pas bonnes, certaines de tes couleurs qui vont être pas bonnes, c'est pas du tout un problème.
Comme tu peux voir là sur le bâtiment qui est en fond, je le refais complètement, c'est pas du tout un souci. Et c'est exactement pour cette raison que tu veux pas commencer par les détails. Tu veux d'abord appliquer la masse générale de la couleur. Si j'avais commencé par les détails et que je m'étais planté comme un caramel sur l'entièreté de mon bâtiment, comme c'est le cas présentement, je serais obligé d'effacer tous les détails que j'ai fait pour repasser une sous-couche, ce qui est quand même dommage. Donc garde-toi bien de la tentation d'aller dans les détails, tant que tu as encore des modifications à faire à des échelles plus grandes. Et j'essaye d'appliquer les détails avec le moins de coups de pinceau possible, en posant la peinture sur la couche précédente sans la mélanger. Ça veut dire que la peinture que je suis en train d'appliquer maintenant est plus épaisse que la peinture que j'ai appliquée pour la sous-couche. C'est grâce à cette différence de texture notamment que je vais pouvoir poser ma peinture par-dessus et non pas la mélanger à l'intérieur. Je vais utiliser des pinceaux qui sont plats, très saillants. Ce sont des pinceaux qui sont pratiques car ils sont très précis et c'est sûr que pour l'architecture c'est vraiment excellent. Surtout n'oublie pas de t'éloigner de ta peinture le plus possible pour vraiment voir si les masses sont les bonnes, pour appréhender ta peinture sans les détails. Et n'oublie pas non plus de bien plisser les yeux le plus souvent possible pour avoir finalement le même résultat sans avoir besoin de t'éloigner. Lorsque tu plisses les yeux, tu es vraiment censé avoir des masses bien distinctes et qui ne veulent absolument rien dire qui apparaissent. C'est tout à fait normal que ça ne veuille plus rien dire quand tu plisses les yeux, c'est plutôt bon signe. Simplement, ce qui compte, c'est que ce soit pas tout simplement plat. On voit qu'il y a des variations, il y a des rythmes foncés clairs, chaud-froid, et c'est ça qu'on vient chercher. C'est clairement pas dans mon habitude de peindre de cette façon, mais en fait je trouve que c'est vachement satisfaisant, et c'est assez fun finalement, c'est un petit peu comme un jeu, il n'y a pas de pression. Ce qui compte dans cet exercice, c'est de pouvoir commencer et finir des peintures rapidement, puisque lorsque tu peins, tu te rendras compte rapidement que c'est souvent les quelques premières heures qui comptent le plus. Si tu as mal établi ton plan, si tu as fait quelque chose qui n'allait pas pendant les 2-3 premières heures et que tu le règles pas après, tu vas perdre un temps incroyable pour essayer de corriger quelque chose, voire même peut-être ta peinture sera perdue. Donc une des meilleures façons pour progresser, c'est de faire beaucoup de peinture. Lorsque j'ai commencé à peindre, je passais un nombre incroyable sur chacune de mes nouvelles toiles. Je dirais environ une centaine d'heures. J'avais l'impression que le temps passé sur ma peinture était forcément du temps à améliorer ma peinture. Et clairement, c'était pas le cas. Je tournais énormément en rond. Et j'ai toujours eu tendance à vouloir faire des projets longs, compliqués, avec beaucoup de challenges, parfois trop difficiles pour mon niveau. En soi, cette tendance, c'est pas un problème si elle est complémentaire avec un autre type de travail, qui est ce travail-là, c'est-à-dire le travail de la spontanéité et de l'instinct. Le but là, c'est d'être efficace rapidement, et lorsque tu fais ce type d'exercice, tu te rends compte qu'en quelques heures, eh bien, tu fais une peinture qui va être plus sympa, plus belle, avec plus de profondeur, plus de richesse, que certaines peintures que j'ai pu faire qui m'ont pris peut-être une centaine d'heures. Ça veut dire que le temps passé sur une peinture n'est pas nécessairement lié avec sa qualité. Mais je pense que faire cet exercice-là, c'est quelque chose qui va m'apporter énormément lorsque ensuite je désire passer plus de temps sur une toile où j'ai envie d'avoir un niveau de rendu plus profond, plus de poésie grâce à des techniques différentes, plus subtiles, indirectes, comme les glacis, etc. Je considère cet exercice un petit peu comme une opportunité de faire du plein air mais en intérieur. Et c'est vrai que tous ceux qui ont déjà fait du plein air ou qui sont même des habitués du plein air le savent, on apprend énormément lorsqu'on fait du plein air. Donc là, c'est un petit peu le même concept, la même mentalité, le même état d'esprit. Le temps est venu d'appliquer des petites formes dans les grosses formes. Maintenant, justement, c'est là où je vais pouvoir utiliser plus de mon jaune citron. C'est un jaune qui va être froid et que je vais utiliser principalement pour créer des verts comme ça assez lumineux. Garde en tête que les verts de tes arbres, même les zones frappées par la lumière, vont être quand même assez foncées. La feuille d'un arbre, c'est quelque chose qui a une couleur locale qui est plutôt très foncée, et par conséquent, il faut faire attention à ce que la zone de lumière qui est dans l'arbre soit pas suréclairée. C'est quelque chose qu'on voit énormément. Et tu vas me dire, ok, c'est cool, mais comment je fais pour donner une belle impression de lumière alors que je dois quand même utiliser une peinture super foncée? Eh bien, c'est sûr, tu as raison. Alors d'abord, c'est une question de contraste, parce que la partie d'ombre de l'arbre est encore plus foncée que la partie de lumière. Et la deuxième chose qui va faire que tu vas reconnaître que c'est à la lumière, c'est la saturation. Tu vas avoir un vert qui va être beaucoup plus saturé et il va y avoir beaucoup plus de jaune à l'intérieur du mélange. À ce moment-là, tu vois que j'ai placé mon blanc sur le sol. Toute la partie du sol va être quelque chose de plutôt très clair parce que c'est à la fois de couleur locale blanchâtre et gris et à la fois directement frappé par la lumière directe. Et sur la jonction de l'ombre à la lumière, eh bien, je vais faire des dégradés relativement petits, assez fins, du blanc chaud jusqu'au jaune, jusqu'au rouge, jusqu'au bleu de l'ombre. Ça veut dire que les couleurs entre la zone de lumière et la zone d'ombre ne va pas simplement passer de blanc à bleu ou de blanc à une version plus froide et plus foncée pour la zone d'ombre. Ça va faire tout le chemin de la roue des couleurs qui va me permettre de partir du blanc plutôt chaud jusqu'au jaune, jusqu'au rouge, jusqu'au bleu. Tout ça dans un espace très restreint qui va donner une chaleur et une sensation très naturelle et très agréable. C'est pas quelque chose que je peux développer maintenant parce que c'est un concept un petit peu plus compliqué et je ferai une vidéo dédiée pour vraiment cet endroit précis, la jonction lumière-ombre, et comment gérer des températures plus saturées dans cette zone-là pour générer
une atmosphère beaucoup plus chaleureuse et poétique que la simple réalité. Et je vous donne quand même juste un tout petit tips, si vous voulez vous entraîner à maîtriser cet effet, peignez des tout petits décors éclairés à la bougie et vous allez voir exactement de quoi je parle. Allez, maintenant qu'on a fait tout ce petit bordel, on arrive enfin à la partie des petites formes. Qui dit petite forme dit plus petit pinceau, et je vais simplement faire des variations qui vont être plutôt abstraites sur la partie où il va y avoir les gens qui sont assis. Cette partie-là, elle est à l'ombre, donc je veux pas que ce soit quelque chose de trop clair, et il va y avoir une diversité dans les couleurs à cause des chaises, à cause des vêtements, etc. Je vais absolument pas peindre véritablement ce qu'on voit, ça veut dire que je vais pas du tout faire de chaises individuelles, pas du tout faire de gens, pas du tout faire quoi que ce soit qui puisse être véritablement dessiné, c'est beaucoup trop petit et puis c'est pas le but du jeu. Le but c'est simplement de donner suffisamment d'informations pour qu'on ressente qu'il s'agit simplement d'une terrasse avec des chaises et des gens assis. Je vais faire pareil sur notre ami, je vais trouver un mélange plutôt vert qui correspond à ce que j'ai sur la photo, et puis je vais appliquer les zones qui sont le plus à la lumière. J'ai conscience que ma statue est pas faite avec beaucoup de précision comparativement au modèle, et justement ça me donne une information capitale qui est entraîne-toi à faire des statues, à peindre des statues, et puis surtout à les peindre sans avoir à les dessiner. Parce qu'effectivement, j'aurais pu passer 2 heures à faire un dessin, qu'ensuite j'aurais peint avec beaucoup d'applications. Ça, c'est quelque chose que je sais déjà faire, et par définition, refaire quelque chose qu'on sait déjà faire, c'est pas ce qui nous fait le plus progresser. Je vous invite à regarder également le fait que ma palette est extrêmement désaturée, et que je peins tout mon petit bordel dans le petit bordel que j'avais déjà avant. C'est ça l'avantage d'avoir une palette super limitée, c'est que de toute façon il y a très peu d'options et par conséquent c'est pas du tout un problème si tu gardes des couleurs qui sont plutôt sales, plutôt désaturées, proches du gris, puisque ça va permettre une harmonie plus grande. Petite démonstration terminée, j'ai hâte de pouvoir en faire plus et de développer mon instinct en peignant directement comme ça. N'hésitez pas à poser des questions, je vais probablement commencer à inclure des formats un petit peu questions-réponses au fur et à mesure de mes vidéos. Je vous remercie aussi pour votre soutien, à tous les gens qui sont déjà abonnés, qui posent des commentaires, etc. Ça paraît peut-être être pas grand chose de votre côté, mais pour moi ça m'aide. Et il faut savoir en fait que quand tu as une petite chaîne YouTube comme ça, la seule récompense entre guillemets, c'est l'interaction que tu peux avoir avec ton petit public. La partie financière d'avoir une petite chaîne YouTube qui est monétisée, c'est vraiment de l'argent de poche tous les mois. Donc même si ça fait toujours plaisir, la première source de revenus, mais pas dans un sens financier, c'est vous et le soutien que vous m'apportez et tout, donc voilà, c'est cool. Merci à tous, ciao.